Nous allons à présent parler donc des mutations du travail, puisque la semaine de 4 jours en est une, mais il y en a d'autres. En tout cas, je le suppose. Mais pour en être certaine, j'ai donc le plaisir d'accueillir Olivier Charbonnier, qui est notre conférencier. Alors, Monsieur Charbonnier, vous pouvez l'applaudir, hein, il monte. Alors, moi, je vais lire mon petit speech quand même que vous sachiez à qui vous avez affaire. Un conférencier spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans leur évolution stratégique et organisationnelle. Il intervient avec nous aujourd'hui sur le thème les mutations du travail, un défi pour les entreprises. Directeur général du groupe Interface, il a cofondé le laboratoire d'innovation et de prospective sur nos façons de penser, de travailler et d'apprendre avec le digital. Moi, j'en ai encore un peu, vous avez le temps de vous équiper. On lui doit également plusieurs ouvrages autour de la transformation des organisations et des nouvelles approches managériales. Alors, si vous voulez noter le nom des bouquins, c'est maintenant. 2033, à quoi ressemblera le travail de demain? Société digitale, comment rester humain? Ou alors encore, faut-il encore apprendre? Monsieur Charbonnier, vous êtes prêt? Pas tout à fait, presque. C'est les aléas du direct, vous voyez comment ça se passe? On met en... Hop, le micro... Ouais, ça marche. Vous êtes en mode Lady Gaga, je tiens à vous le dire. Vous avez ouais. voilà. Merci beaucoup pour ce C'est tout bon compliment. pour vous? Ouais, merci beaucoup. Eh bien, je vous laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour donc, merci beaucoup de m'accueillir. J'avais envie de commencer juste par vous donner quelques chiffres. Alors, pas du tout une litanie de chiffres ou de stats, mais plutôt des chiffres, moi, qui m'ont donné un peu le vertige, que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est tout bête, vous allez voir, je regardais les valorisations boursières. Alors, non pas que je joue en bourse, c'est pas du tout mon truc. Mais je voyais par exemple qu'EDF était valorisé à 50 milliards pour 65 000 salariés, BNP Paribas 80 milliards pour 182 000 salariés, AXA 73 milliards, Volkswagen 100 milliards mais 660 000 salariés. Ça, on va dire que c'est une première série de chiffres. Puis après, je suis allé regarder du côté de la nouvelle économie, celle qu'on appelle l'économie digitale, et là je vois Uber, 160 milliards, 30 000 salariés. Vous vous souvenez, EDF, 50 milliards, 65 000 salariés. Tesla, valorisation 800 milliards, 140 000 salariés. Si on revient à tout à l'heure, on avait par exemple AXA, 73 milliards, 73 000 salariés. Google, 1700 milliards, 180 000 salariés. Apple, 3400 milliards, 180 000 salariés. Et donc, je me suis dit, ouais, quand même, on voit bien que le digital bouscule énormément nos modèles économiques. Alors, ça donne un peu le vertige. Je dirais que vous, comme moi, on n'est pas forcément concernés par ces chiffres faramineux, même pas du tout. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que le digital, quelque part, constitue ce qu'on appelle en anthropologie un fait social total. Un fait social total, c'est assez rare, c'est quand un phénomène touche toutes les sphères de la société sans que rien ne lui échappe. Ce qui est un peu le cas, je crois, du digital. Et quand on prend le temps de se poser, de dire, mais au fond, c'est quoi le digital? On peut le définir avec 3 cercles. Au centre, il y a tout ce qui est, on va dire, le hard et le soft. Le hard, c'est les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes. Le soft, c'est tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est le cœur du digital. Ça nous touche plus ou moins directement. Ensuite, il y a un deuxième cercle, c'est les usages. Par exemple, Airbnb ou Uber ou Deliveroo ont révolutionné les secteurs de l'hôtellerie, du transport et de la restauration en développant des usages du digital un peu différents de ce qu'on pouvait connaître. Et puis enfin, le troisième cercle, c'est l'état d'esprit. C'est quelque chose qui est beaucoup plus éthéré. Mais finalement, ces 3 cercles mis ensemble sont en train de bousculer, depuis une vingtaine d'années, et continuent à bousculer en profondeur le travail et la relation au travail qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure. Ils sont en train de bousculer le travail et la relation au travail, tant et si bien que ça nous amène à nous poser des questions telles que est-ce qu'on aura encore besoin de bureaux dans les 10, 15 ans qui viennent, quand on voit comme les bureaux se sont vidés, notamment depuis le Covid, avec le télétravail, ou même comme le taux d'occupation se réduit quand on met en place le flex-office. Est-ce qu'on aura même encore besoin de managers quand on voit des entreprises comme Amazon s'en passer allègrement en les remplaçant par des algorithmes? Est-ce que, du coup, dans ce monde-là, les gens auront encore envie de s'engager au travail?
Déjà, on parle souvent de la fameuse jeune Z, la génération Z, dont on dit qu'elle est plus forcément très motivée, elle est assez volatile. Est-ce que dans ce monde un peu d'abondance digitale, nos cerveaux sont encore capables d'absorber tout ce qu'on leur assène toute la journée? Et évidemment, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, le problème est le même, donc il se pose dans la relation au travail. Est-ce que, évidemment, l'intelligence artificielle va venir bousculer tout ça et faire table rase de siècles de travail? Bref, autant de questions qu'on se pose et auxquelles je vais essayer de répondre. Alors, je vais pas y répondre juste comme ça. En fait, on mène depuis 1996 régulièrement des grosses recherches, dont certaines sont publiées autour du travail. On a monté effectivement un laboratoire d'innovation et de prospective en 2009 qui regarde d'assez près comment le travail évolue du fait du digital. On mène des expérimentations, on a fait quelques vidéos d'ailleurs de certaines d'entre elles qu'on a mises en ligne. On étudie assez systématiquement toute la littérature scientifique qui porte sur la transformation du travail. Et donc ça va m'amener, tout ce travail qu'on croise, va m'amener à mettre à plat, essayer de mettre à plat, en tout cas prendre du recul sur le travail à travers ce qu'on appelle nous 5 grandes mutations, 5 mutations qui nous paraissent majeures en matière de travail et de relations au travail. Je prendrai juste une précaution, c'est que je pense que parmi vous, j'ai cru sentir à travers vos questions que vous incarniez finalement des environnements professionnels assez différents. Et effectivement, c'est presque une hérésie de parler du travail au singulier, alors qu'il n'y a pas tellement de points communs entre un employé de banque, un maçon, un informaticien, etc., etc. Et donc, je vais parler du travail, peut-être à travers un tropisme qui est celui quand même du travail tertiaire. Donc je m'en excuse par avance, pour ceux qui viennent de l'industrie, ça va peut-être être un peu frustrant. Je parlerai pas forcément de l'entreprise 3 ou 4.0 ou de la robotisation. Je vais plutôt parler de voilà tout ce travail qu'on appelle travail cognitif, pour faire court. Alors je disais qu'il y avait 5 grandes mutations. En tout cas, nous on observe 5 mutations majeures. Vous allez voir, il n'y a pas de scoop. L'idée, c'est de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de recul, de mettre un peu de rigueur, et j'espère de sortir de cet après-midi avec quelques repères. La première mutation qui nous frappe, elle concerne la question du contrôle. En fait, le contrôle, il est complètement dans l'ADN de nos organisations. Depuis 2 siècles, même 3 siècles, si on prend les organisations industrielles depuis leur naissance, nos organisations cherchent à contrôler l'aléa. Hein, on n'aime pas tout ce qui est aléatoire, et dès qu'il y a un aléa, on érige des règles. Elles ont de fait installé un triptyque, prescription, contrôle, sanction. Je prescris mon organisation, un organigramme, je prescris des méthodes, je prescris des processus. Ça, c'est le lot commun, je pense, de vous et moi, plus ou moins, mais quand même dans nos organisations. Contrôle, je m'assure que c'est respecté, et sanction, je sanctionne positivement et négativement. Ce triptyque, prescription, contrôle, sanction, progressivement, a fini par alourdir nos organisations au point parfois de les ralentir, et voire même de les paralyser. Donc on a cherché à simplifier, on a cherché à mettre en place des organisations plus légères. Et puis, au début des années 2000, on y a cru, on s'est dit, tiens, il y a un nouveau type d'entreprise qui est en train d'arriver, ces fameuses start-up. On est dans un garage, et là on a vu un peu tous nos cadres s'effondrer, y compris le costume cravate remplacé par le jean basket et sweat à capuche. Tout semblait en tout cas nous dire que le vieux monde était en train d'agoniser, qu'un nouveau monde était en train d'arriver. Ça tombait bien parce que les questions d'autorité nous posaient problème. C'est en sociologie que le rapport à l'autorité a bougé en un siècle et que l'autorité aujourd'hui est plus compliquée à imposer qu'elle ne pouvait l'être il y a un siècle. Ça tombe bien aussi parce que le travail, en devenant de plus en plus à distance, est plus difficile à contrôler. En plus, il devient invisible. Et donc, finalement, on s'est dit,
si un nouveau modèle est en train d'arriver dans lequel la question du contrôle est une question de vieux, une question d'ancien, finalement, c'est pas plus mal. Puis en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que les startups comme les autres ont les mêmes enjeux de quantité, de qualité, de coût et de délai. À partir du moment où j'ai des quantités à produire de biens ou de services, des qualités à respecter, des délais à honorer et des coûts auxquels je dois me conformer, j'ai des contraintes. Qui dit contrainte dit contrôle, et qui dit contrôle dit d'une façon ou d'une autre pouvoir, autorité. Et donc finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tellement avancé. Je dirais que schématiquement, on retrouve toujours un peu les mêmes façons de contrôler. Ça peut être le pouvoir par l'autorité, un chef qui dit que, qui contrôle, qui surveille. Ça peut être la soumission librement consentie, c'est plus économique. Mais je dirais que dans un cas comme dans l'autre, le pouvoir est là. Ce qui a changé, ou ce qui est en train de changer, et on le voit beaucoup outre-Atlantique, un peu moins encore dans la vieille Europe, peut-être que c'est tant mieux, ce qui a changé, c'est qu'on a tendance à déléguer ce pouvoir par l'autorité ou cette soumission librement consentie, on a tendance de plus en plus à le déléguer au digital. Et au point que on pourrait même, en grossissant un peu le trait, se demander si on n'est pas en train d'installer dans nos entreprises Big Brother ou Big Mother. Je vais décliner les deux. Alors, j'aurais aimé vous montrer une petite vidéo, mais c'était un peu compliqué parce qu'on a un problème de connexion Internet, donc je vous la raconte en 2 minutes. Sur cette petite vidéo, en fait, on voit un patron d'entreprise, de start-up en Californie, très cool, qui doit être en Bermuda, tongs, tatoué un peu de partout, le crâne rasé, et qui explique assez tranquillement que depuis quelque temps, ses salariés sont en télétravail, et qu'au début, il s'est rendu compte qu'ils faisaient plus grand-chose, qu'ils avaient tendance un peu à se démotiver, à se décourager. Et donc finalement, il a installé un petit logiciel qui s'appelle Upstaff dans chaque ordinateur, et dit-il avec beaucoup de calme et d'esprit détendu, ça lui permet à tout moment de contrôler l'activité de ses salariés sur leur ordinateur. Le petit logiciel espion fait un screen, une photo d'écran toutes les 10 minutes des ordinateurs. Et finalement, dit-il, il prend l'exemple de Laura, là, il dit voilà, là, elle va aller prendre sa pause déjeuner, mais c'est normal, elle a commencé à travailler à 8h17, et puis là, je vois qu'elle a fait ça, qu'elle a fait ça, qu'elle a fait ça. Donc là, on est dans un contrôle digital, finalement, assez direct, qui ne serait pas encore possible en Europe compte tenu de la législation, mais qu'il devient. Il y a encore un petit garde-fou, nous dit le législateur, c'est que le contrôle ne doit pas être disproportionné, il doit pouvoir se justifier, mais on commence à voir au nom de la sécurité un contrôle direct, de plus en plus assumé et de plus en plus finalement accepté, plus ou moins, de façon plus ou moins contrainte. Mais je dirais que peut-être plus que le Big Brother, c'est Big Mother qui pourrait nous questionner. Big Mother, c'est l'idée selon laquelle on n'a plus de contrôle direct, mais un contrôle indirect. Et effectivement, des entreprises, par exemple, comme Uber ou Deliveroo, ont installé ce contrôle indirect par des algorithmes. Concrètement, on a des temps moyens de prise de commande, des durées moyennes de course par rapport à la distance, des niveaux moyens de qualité, à travers la notation, qui font que si la personne, le chauffeur ou livreur, est en dessous de ces standards, comme dirait Antonio Casilli, on le débranche. Et ça peut être assez violent, évidemment, parce que on n'a aucun recours. On l'est débranché parce qu'on n'a pas, on s'est pas conformé aux standards. Des entreprises, je dirais, ou même des entreprises peut-être moins venues du monde digital, des usines par exemple, gèrent aussi, commencent aussi à gérer pour certaines d'entre elles, via des algorithmes, les temps de pause, les temps morts, peuvent rappeler à l'ordre un ouvrier ou accélérer une chaîne de montage en fonction de ce que les capteurs ont saisi du rythme de travail. Donc là encore, on va assez loin. Dans les centres d'appel, même chose, hein, on a des
des capteurs enfin des algorithmes qui permettent de calculer la durée moyenne d'un appel et de rectifier le tir euh, avec certains employés avec certains conseillers clients pour pouvoir optimiser la performance. Et donc finalement, à travers ça, on est en train de voir un glissement du management vers des algorithmes pour contrôler le travail. Et puis, ça touche aussi, par exemple, les journalistes. Les journalistes, on commence y compris les journalistes du Monde, pourtant un quotidien réputé sérieux et plutôt sobre, on est capable de regarder quels sont les articles qui ont été le plus lus, le plus partagés, de façon ensuite à orienter les angles des articles en conséquence pour aller vers des articles qui suscitent le plus d'audience possible. Et donc, à travers ces différents micro-exemples, on voit que, j'allais dire quelque part, le manager perd du terrain et les algorithmes en gagnent. Et là, c'est ce qu'on appelle donc cette soumission librement consentie qui fait que tout doucement, on accepte les recommandations que peut nous faire un algorithme. Alors, face à ça, d'abord, on peut trouver ça très bien, donc je ne me permets de pas porter de jugement, je donne à place ce qui se produit. On peut aussi craindre d'aller vers une dystopie, ou en tout cas d'aller vers un monde qui ne nous convienne pas. On observe je sais pas, de tendance, c'est plutôt deux champs de réflexion pour contrer quelque part ce que certains considèrent comme une dérive vers le contrôle digital. La première piste, elle est toute simple, elle est de rééquilibrer les modes de contrôle. En gros, il y a 4 modes de contrôle assez classiques. Hein. Je peux contrôler les moyens, je peux contrôler les résultats, je peux faire exercer le contrôle par les autres, le contrôle social. Hein, le matin, je viens pas à mon travail en pyjama parce que j'ai des collègues. Et je peux miser sur l'autocontrôle. Et en fait, rééquilibrer ces 4 modes de contrôle sans faire porter tout le contrôle sur l'un de ces 4 modes, c'est une façon de tempérer le risque de dystopie vers lequel on pourrait être tenté de glisser en déléguant quelque part le contrôle à la machine. La deuxième piste, c'est au-delà d'une refonte des modes de contrôle, c'est de repenser le lien contractuel pour aller du lien de subordination, qui est le lien juridique d'aujourd'hui, vers un lien de coopération. Et de se dire finalement, peut-être que le contrat de travail, c'est plus un lien de subordination, c'est un lien de coopération. Alors ça vient pas de moi, hein, c'est Emmanuelle Barbara, une juriste, qui explore cette question-là, que je trouve assez stimulante, parce qu'elle prend de face finalement cette question du rapport à l'autorité. Elle dit, ok, on peut utiliser le digital pour contrôler les gens, mais bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et est-ce qu'on risque pas de fabriquer du désengagement encore plus? Alors on a peut-être intérêt à repenser ce contrat de travail pour prendre en compte l'évolution de la relation de travail. Donc première mutation, la question du contrôle qui nous tourne autour, on ne sait pas toujours par quel bout l'attraper, mais on sent bien qu'on est face à un sujet qui est assez central dans nos entreprises. Après chacune, je vais évoquer 5 mutations. Si vous voulez réagir après chaque mutation, allez-y, si vous voulez pousser un coup de gueule, si vous n'êtes pas du tout d'accord, si vous avez une question, si vous voulez témoigner, n'hésitez vraiment pas. On peut le faire à la fin de mon propos, mais vous pouvez aussi intervenir avec plaisir. Ça va, je continue? Ok, merci. Alors, deuxième mutation, c'est le collectif. Le collectif, notamment depuis le Covid, il se cherche, il tâtonne. J'en vois qu'à caisse, et c'est vrai que moi-même dans ma boîte, je vois bien qu'on a du mal à refaire collectif comme on pouvait le faire avant. Refaire collectif avec tout le monde qui est là le matin, qui boit le café. On voit bien que on s'est un peu parfois perdu. On s'est un peu perdu de vue, à la fois, soyons honnêtes, aussi par confort. C'est quand même souvent plus confortable de rester chez soi le matin, que de prendre les transports et de se confronter à des collègues, pas toujours de bonne humeur, ou quand soi-même on n'est pas forcément de bonne humeur. On le sait bien, l'enfer c'est les autres. Mais c'est aussi un collectif qui se délite parce que l'individu prend plus de place. On est quand même dans un monde libéral. Et dans ce monde libéral, on attend de chacun qu'il donne le meilleur de lui-même. Et pour donner le meilleur de lui-même, il faut qu'il se mette en scène.
Et donc on assiste, et tous, je pense, dans cette salle, plus ou moins, on se met en scène, un peu plus que simplement en s'habillant le matin. J'imagine qu'au moins 80% des gens qui sont là sont sur LinkedIn, qui devient le réseau professionnel incontournable. Quand on va sur LinkedIn, on se met en scène. Plus ou moins, il y a ceux qui postent toute la journée, ceux qui postent jamais ou tous les 2 mois. Et puis il y a ceux qui sont sur Instagram, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui tweetent. Et donc finalement, on a pris l'habitude de plus en plus de se mettre en scène et au détriment quelque part, au détriment du collectif. Alors, ça pose un problème parce qu'en même temps, une organisation, on le sait bien, c'est pas une somme d'individus. Et ce groupe d'individus fait des choses que chacun tout seul pourrait pas faire. Donc on a quand même besoin qu'il y ait un peu d'unité, besoin qu'il y ait un peu de partage, de rencontres. Et même si ce partage et ces rencontres peuvent se faire à distance, je pense qu'on est tous d'accord pour dire quand même que c'est pas pareil. Ça a même été conceptualisé par certains sociologues qui distinguent les liens faibles des liens forts, et en soulignant le fait que se voir être ensemble, malgré tout, participe d'une dynamique collective plus solide que de tout faire à distance. Alors pour ça, 3 pistes. La première, celle qu'on voit, en tout cas celle qui est beaucoup investie par les entreprises depuis une quinzaine d'années, 10-15 ans, elle concerne les espaces de travail. Et je crois qu'il y a un enjeu qui est intéressant dans les espaces de travail, c'est l'idée de passer d'un lieu de contrainte à un lieu de ressources. On l'a vu puisque le rapport à l'autorité est en train de bouger et qu'on a du mal à imposer aux gens de venir tous les matins à 9h, 9h30, tous les jours. Il va falloir qu'on leur donne envie de venir. Alors pour leur donner envie de venir, on est en train de repenser les espaces de travail. D'abord, première caractéristique, on essaie de les rendre beaucoup plus souples qu'avant. On est par exemple en ce moment en train d'accompagner le réaménagement des espaces de l'APEC, l'agence des cadres. La consigne, c'est que tout doit pouvoir être très facilement modulable pour permettre aux gens, en fonction de leurs besoins, de se réunir, de s'isoler, de faire une fête, etc. Premier sujet, la modularité. Là, on est chez Orange et c'est à peu près le même espace que vous voyez au moins dans les 3 médaillons à droite et en bas. C'est le même espace, mais qui est reconfigurable en fonction des besoins. Donc là, c'est un labo du travail qu'ils avaient mis en place. Deuxième mesure, deuxième type d'espace, deuxième caractéristique, c'est les espaces régénérants. Les espaces régénérants, ça c'est un peu la grande mode. Et c'est pas inintéressant. Vous avez par exemple, en haut à droite, Renault qui a mis en place ce qu'ils ont appelé un calm space. En fait, c'est une espèce de salle de sieste. Mais attention, si vous pensez aller faire la sieste pendant 2 heures et vous réveillez tranquillement, c'est mort. Les siestes, elles sont programmées pour durer 10, 15 ou 20 minutes. C'est à peu près le temps de pause derrière la machine à café, et en plus, c'est le temps estimé pour se lever à peu près en forme. La luminosité est faite de telle manière qu'il y a d'abord une lumière orangée pour s'endormir, et puis une lumière bleue, une luminosité bleue pour se réveiller doucement. Les murs sont faits en mousse isophone, et donc tout est pensé pour finalement se récupérer ou récupérer le mieux possible. Donc là, on est vraiment au cœur de l'idée d'un espace régénérant. Plus largement, quand on parle d'espace régénérant, on prend en compte 3 grandes dimensions. La dimension physiologique, on va travailler la luminosité, on va travailler l'importance du végétal, on va travailler sur les volumes, sur la matière, sur les matériaux, en essayant de prendre des matériaux naturels. Ça, c'est la partie physiologique. Il y a la partie psychologique, c'est qu'on dit aussi, c'est pas parce que tu mets du végétal et de la lumière, etc., que les gens vont être épanouis. Si derrière, tu as des managers qui mettent la pression et qui te plongent dans une insécurité psychologique toute la journée, c'est mort. Donc la notion de sécurité psychologique, évidemment, est extrêmement importante. Il y a notamment une chercheuse aux États-Unis qui s'appelle Amy Edmondson, qui travaille beaucoup sur cette question-là. C'est un peu devenu la papesse de la sécurité psychologique. Et puis, la troisième dimension de ces espaces régénérants, c'est la dimension sociale. C'est qu'il faut que l'espace permette le partage, facilite le partage. Mais attention, c'est pas parce que je constitue un espace régénérant dans lequel, notamment, j'invite les gens à partager que les gens vont partager.
Ce serait trop facile et ce serait horrible. Ça voudrait dire qu'on serait un peu des petits rats dans lesquels qui réagirions uniquement parce qu'on appuie sur un bouton et d'un seul coup on se mettrait à discuter avec les uns ou avec les autres. Ça remplacera jamais un bon management, ça remplacera jamais une dynamique qu'on fait vivre. Mais en tout cas, l'espace, outre sa souplesse, a vocation à être de plus en plus régénérant, en tout cas à être pensé comme tel. Troisième caractéristique, qui est une caractéristique montante, c'est de faire de l'espace aussi un lieu de fierté. La fierté, ça a été un peu le parent pauvre ces dernières années. On l'a un peu oublié, au nom notamment de l'ergonomie, du confort, des espaces de travail. Et finalement, la fierté, moi j'ai eu un déclic, il y a une douzaine d'années, je faisais intervenir sur les espaces de travail le patron des sous-mariniers français, et à une table ronde sur les espaces de travail. Et il démarre de façon un peu provocatrice avec cette photo-là, en haut à gauche. Et il dit, vous imaginez pas la fierté des sous-mariniers quand ils viennent de passer 3 mois en mer, sur une banette de 2 mètres de long sur 1 mètre de large, en pleine chaleur, avec des odeurs d'huile, des bruits de moteur, sans lumière, la fierté qu'ils ont quand ils ressortent et qu'ils vont boire des canons avec leurs copains. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vrai, cette question de la fierté, elle est quand même pas neutre. Donc j'ai creusé un peu ça. On est allé voir aussi quels étaient tous les travaux qui évoquaient la fierté. Et on s'est rendu compte que c'est une question qui avait été un peu mise sous le tapis pendant une trentaine d'années. Et quelque part, c'est l'idée de dire, repensez à votre cœur de métier et essayez de le mettre en valeur. Les gens sont souvent assez fiers de ce qu'ils font. Ça vaut le coup que l'entreprise, dans son espace, le souligne, le valorise. Alors, là, on est sur la deuxième mutation qui est celle des collectifs. D'accord? On a parlé du contrôle, là on est sur les collectifs. Et sur les collectifs, je disais, ce qu'on observe d'abord, c'est les espaces de travail qui bougent. Deuxième chose qu'on observe, c'est pas un scoop, c'est le temps de travail. Le temps de travail, après, on va dire, un peu le gros tohu-bohu de 2020 et de la crise sanitaire, on se cherche un peu. Aujourd'hui, alors on a du mal à avoir des chiffres stables, pourtant on a beau chercher à droite à gauche, on sera entre 2 et 3 jours de télétravail par semaine en moyenne, plus proche de 2,5 que de 3. Il y a un certain consensus qui s'établit pour dire que, alors c'est très empirique, mais en tout cas un certain consensus de la part des DRH et des managers pour dire que c'est quand même mieux d'avoir une majorité de temps sur site qu'hors site. Donc d'être plutôt sur 3 jours en présentiel et 2 jours en télétravail, plutôt que 3 jours en télétravail et 2 jours sur site. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de science de ça, donc je prends beaucoup de précautions. Mais en tout cas, c'est quand même la question de est-ce qu'on se donne des jours fixes? Est-ce que on s'impose un certain nombre de jours par semaine? Toutes les entreprises tâtonnent encore, mais elles tendent plutôt vers une réduction du temps de télétravail. Google, Tesla, Microsoft, Apple ont considérablement réduit, voire supprimé purement et simplement le télétravail, constatant qu'il y avait un problème justement de dynamique collective, notamment qui se posait. Troisième piste, qui est d'explorer pour redynamiser les collectifs, c'est ce qu'on appelle le management transverse. Et plus exactement, le terme de management n'est pas forcément bien adapté. On voit des entreprises comme Michelin, Decathlon, Blablacar, Leroy Merlin, la Maïf, pour prendre des entreprises qui sont un peu dans le vent en ce moment sur le plan social. On voit ces entreprises mettre en place des personnes qui sont rattachées à aucune équipe et qui sont là pour faire vivre la dynamique collective de l'entreprise. Alors on a vu émerger un peu les fameux Chief Happiness Officer, bon, à l'américaine. C'était peut-être aller un peu loin, mais malgré tout, ce qui était intéressant à travers ces maîtres du bonheur en entreprise, ça fait un peu peur. Au-delà du terme, ce qui était intéressant, c'est que on s'est dit, tiens, effectivement, mettre en place des événements, mettre en place des conférences, mettre en place un petit service de conciergerie, mettre en place des activités, c'est peut-être pas si mal pour faire venir les gens. Par exemple, Pernod Ricard, qui a quelqu'un qui s'occupe de ça, ce quelqu'un a une idée assez toute bête, hein, c'est qu'à la cantine d'entreprise, tout ce qui n'a pas été consommé à midi, ils le mettent dans des petites boîtes et puis ils le donnent aux jeunes le soir quand ils partent. C'est radical pour les faire venir. Hein. Du coup, ils partent avec leur repas et ils n'ont pas besoin de se faire à manger le soir. Donc, on va dire un management transverse autour du team building, de l'événementiel, du bien-être, pour faire court. Mais le management transverse, c'est aussi
et là c'est notamment Decathlon et Leroy Merlin qui pratiquent beaucoup ça, c'est aussi faire se rencontrer les équipes entre elles pour travailler sur des projets communs, animer aussi des clubs de managers pour que les managers commencent à se décloisonner et à imaginer des projets ensemble. Et puis enfin, ça peut même aller encore plus loin. Là, c'est notamment la Maïf et Michelin qui vont vers ça. Ça peut être aussi des gouvernances plus ouvertes qui associent les salariés et qui vont travailler justement à transversaliser toute la stratégie de l'organisation et pas simplement à fonctionner en silo. Sur les collectifs, ça va? Je continue? Ok. On garde le débat pour après, sinon. Alors, troisième mutation, après le contrôle qui est en train d'être ébranlé, après les collectifs qui se cherchent et qui tâtonnent, c'est la question de l'engagement. Est-ce que les gens ont toujours envie de bosser? On n'arrête pas de dire la jeune génération, c'est plus comme avant. Et ils nous parlent d'équilibre vie privée, vie pro. À 18h, ils regardent leur montre, ils veulent partir. Moi, de mon temps, je restais jusqu'à 20h, etc. Et donc, effectivement, il y a tout un débat autour de l'engagement, qui s'est d'ailleurs traduit par plein d'expressions, largement véhiculées, quand même, reconnaissons-le, par les cabinets conseils. Bon, il y a eu l'histoire de la grande démission. Quand on va voir les stats en France, c'est pas si manifeste que ça, hein. En gros, on a aussi entre 2,1 et 2,9% de démissions au pic de la crise, qui n'est pas non plus si extraordinaire que ça, mais quand même, ça nous a un peu alerté. Il y a ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle encore le quiet quitting, hein, le fait d'en faire le moins possible. Il y a ce qu'on appelle, il y a évidemment le burn-out. Alors le burn-out, les chiffres sont assez impressionnants. Là, je parle sous le contrôle de la RACT, parce que vous devez mieux les connaître que moi, mais tout ce que je lis tourne toujours autour de 2,5 millions de salariés. Est-ce que vous me corrigez radicalement, ou est-ce qu'on est à peu près un peu moins? En tout cas, bon, j'ai du mal à avoir des chiffres un peu stables, mais c'est des chiffres malgré tout qui donnent un peu le vertige. Et surtout, ce qui donne le vertige, c'est qu'on voit une courbe croissante de burn-out au cours des 5 dernières années. Il y a ce qu'on appelle le bore-out. Le bore-out, B-O-R-E, c'est l'inverse, c'est le fait de s'ennuyer, et de s'ennuyer tellement qu'en fait, on finit par quitter son boulot parce que on s'ennuie trop. Il y a aussi ce qu'on a appelé le ressentéisme. Le ressentéisme, c'est je viens à mon travail, mais j'ai un ressentiment énorme contre tout le monde, contre ce qu'on me demande de faire, contre les chefs, contre tout le monde. Bref, autant de termes qui nous alertent sur le fait qu'il y a peut-être une question à se poser sur l'engagement et sur le fait que notre relation au travail, vous l'avez un peu évoqué en parlant de la semaine de 4 jours tout à l'heure, sur le fait que notre relation au travail est en train de bouger. Alors, quand on s'intéresse à l'engagement et qu'on va chercher du côté de la littérature scientifique, notamment en psychologie ou en psychosocial, en psychosociologie, ce qui se dit, on repère quatre pistes qui sont en train d'être explorées, qui nous paraissent intéressantes. La première piste, c'est pas un scoop, c'est la question du sens. Alors, c'est vrai qu'on a toujours tous ce mot à la bouche, il faut donner du sens au travail, il faut donner du sens au travail. Quand on creuse un peu cette question, il y a à la fois le sens en termes d'orientation, dire un peu vers où on va, mais surtout, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on voit émerger 3 types d'intérêts. Le sens en termes de « est-ce que ça a du sens pour moi ?» se dessinent donc 3 types d'intérêts. Pour certains, un travail a du sens quand il apporte du confort et de la sécurité. Pour d'autres, un travail a du sens quand il permet d'innover et d'entreprendre. Et pour la 3e catégorie, un travail a du sens quand il me permet de faire avancer la société, et d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue social. Et alors, ce qui est intéressant quand on distingue ces 3 ressorts, c'est qu'on peut tout de suite s'interroger sur nous, dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on a envie de pousser? Qu'est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'on peut donner de la sécurité, du confort? Est-ce qu'on peut donner l'autonomie, de la capacité à entreprendre? Ou est-ce qu'on peut donner du sens en termes de responsabilité sociale et sociétale et environnementale? Et tout l'enjeu, c'est évidemment, non pas de chercher les meilleurs candidats possibles, mais de chercher des candidats pour qui ce que l'on peut donner fera sens. Donc le sens, c'est peut-être pas à chercher si loin que ça, c'est peut-être pas si compliqué que ça, à condition d'être un peu honnête sur qui on cherche, et d'être un peu honnête sur ce qu'on peut donner. Deuxième
levier en termes d'engagement, c'est la reconnaissance. Là aussi, c'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde. On a tous besoin d'être reconnus. On a tous besoin d'être reconnus, mais ce qui est en train de changer, c'est qu'il y a bien sûr la reconnaissance en termes d'équité. Ça, c'est une vieille théorie de la motivation d'Adams, hein, qui dit je me sens reconnu si ma rétribution est à la hauteur de ma contribution. C'est très subjectif, mais j'ai besoin que ce soit équilibré. Et si en plus ma balance, je trouve qu'elle est à peu près équilibrée avec celle de mes collègues, ça va. Si par contre je trouve que mes collègues sont bien plus rétribués qu'ils ne contribuent, alors que moi c'est équilibré, ça va plus. Donc, ma reconnaissance, c'est une espèce de calcul, de balance que je fais en permanence. Mais ce qui est intéressant, ce qui est assez nouveau, assez récent, c'est que la reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance de qui je suis. Pourquoi est-ce que on demande de plus en plus à être reconnu pour qui on est? Parce que les sociologues nous disent qu'on assiste à ce qu'on appelle une subjectivation du travail. Alors la subjectivation du travail, d'ailleurs, c'est très simple. C'est l'idée que l'on demande de plus en plus aux gens de mettre une part d'eux-mêmes dans leur travail. À chaque fois que je dis à quelqu'un, prends des initiatives, sois autonome, c'est un peu une double contrainte, mais sois autonome, viens me voir avec des solutions, pas avec des problèmes, sois résilient. Toute cette représentation qu'on a de ce qu'on attend de nos collaborateurs véhicule l'idée que on demande à chacun de mettre une part de sa personnalité, de son expérience, de ses émotions dans son travail. Là où on va dire qu'il y a une petite trentaine d'années, on nous demandait surtout d'être en conformité avec notre contrat de travail, qu'on n'hésitait pas à rebondir parfois, éventuellement avec notre lettre de mission, mais il y avait une logique de conformité. Là, de plus en plus, on ne peut plus prescrire parce que ça bouge trop vite, parce que c'est trop impalpable. Alors on a besoin de faire confiance aux gens et de faire en sorte qu'ils mettent une part d'eux-mêmes dans leur travail. Oui, mais alors du coup, moi, si vous me demandez de mettre une part de moi dans mon travail, il faut me reconnaître pour qui je suis. Et c'est ce que me dit, par exemple, dans ma boîte, j'ai un directeur artistique qui me dit, quand je dis discussion il y a une semaine, j'aimerais bien que tout le monde soit là en ce moment un peu tous les jours, c'est à la fin de l'année, on a besoin d'être ensemble, de se voir, etc. Il me dit, ok, tant que tu me demandes pas de venir tous les matins à 9h30, il me dit même pas à 8h, 8h30, c'est 9h30. Ce qui pour lui est démesuré. Hein. Et là, je comprends qu'en fait, je vais pas avoir le choix. Et d'ailleurs, il ajoute, si tu veux, je peux être là à 9h30, mais à 9h30, je serai pas créatif. Donc je me conformerai, mais je ne mettrai rien de moi-même. C'est ça la subjectivation du travail. Et donc, quelque part, c'est être capable, et c'est compliqué parce que ça peut venir percuter la question de l'équité, c'est être capable de prendre en compte la subjectivité des gens, puisqu'on leur demande aussi de mettre une part de subjectivité dans leur travail. Troisième levier d'engagement, c'est le plaisir. Alors, le plaisir, il faut le prendre avec pondération, ou avec pondération en tout cas. On se rend compte que ça marche bien jusqu'à à peu près 33, 35 ans. Puis à partir de 35 ans, la notion de plaisir au travail, elle est plus si évidente que ça. Pourquoi? Parce que bien souvent, on a autre chose à faire que d'aller jouer au baby-foot le soir à 18h. On a des enfants, on a du boulot, etc. Pour autant, on s'est quand même rendu compte que il y a une tendance dans les entreprises à jouer cette carte-là pour être attractive, notamment auprès des plus jeunes, à tel point qu'on a pu parler de, un peu comme on parle d'expérience client, on commence à parler de plus en plus depuis quelques années d'expérience salariée. On parle de marchandise atmosphériale, hein, c'est une sociologue, Eva Illouz, qui dit que l'atmosphère est en train de se marchandiser et auprès du grand public et dans les entreprises. Et vous avez même des entreprises, une entreprise par exemple qui s'appelle Dexter, qui systématiquement, après chaque réunion, il joue au dé pour tirer au hasard un jeu, un petit jeu qui va être assez court. Ça peut être monter une tour en Kaplan en 5 minutes. Ça peut être un jeu de loi. Ça peut être un trivial poursuite très court. Ça peut être une méditation. Et donc, ils ont pris l'habitude d'avoir un sas ludique entre la fin de leur réunion et le moment où chacun se remet à son travail. Bien sûr, dans le monde de la formation, ça fait déjà quelques années qu'on a commencé à gamifier ou à ludifier les jeux pour rendre l'apprentissage un peu plus rigolo.
Et puis enfin, dernière piste concernant l'engagement, c'est ce qu'on appelle empowerment ou l'encapacitation. Il n'y a pas vraiment de terme français bien connu. L'empowerment, c'est cette idée selon laquelle les gens disent « Moi, je veux bien m'engager, je veux bien m'investir, mais il faut qu'on m'en donne les moyens. » Si dans mon organisation, il me faut 5 niveaux de signature avant de pouvoir lever le petit doigt, ça va pas le faire. S'il y a des firewalls qui m'empêchent d'aller sur Internet ou d'utiliser ChatGPT, ça va pas le faire. Il me faut des moyens. Du coup, on est allé voir du côté d'un prix Nobel qui s'appelle Amartya Sen. Amartya Sen, Amartya, plus loin Sen, c'est un vieux monsieur qui a 90 ans aujourd'hui et qui, en fait, a développé une approche assez intéressante qui nous inspire beaucoup en entreprise. En fait, Amartya Sen, il est né en 1933 et en 1942, dans sa région, dans sa province, il y a une grosse famine qui va faire des millions de morts. Et quelques années plus tard, quand il fera son doctorat, il revient dans sa province, et là il découvre que tout près de chez lui, dans les villages, tout près de chez lui, en tout cas dans cette région, il y avait des greniers à grains qui débordaient de nourriture. Et pourtant, il y a eu des millions de morts du fait de la famine. Et ce qui va le préoccuper, voire l'obséder toute sa vie, et encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que quand des ressources existent, les gens ne s'en saisissent pas. Transposé au monde de l'entreprise, c'est la même chose. On met à disposition des collaborateurs parfois des tas de ressources, et pourtant ils ne s'en saisissent pas. Par exemple, j'ai intervenu il y a quelque temps chez Orange, et chez Orange, les agents d'intervention des tablettes avec des tas de contenus qui leur permettent de suivre des modes d'emploi pour réparer des pannes. Et on s'est rendu compte qu'ils les utilisaient pas. Et pourquoi? Pour des raisons d'accessibilité, pour des raisons de lisibilité, pour des raisons d'attractivité. Quand les ressources sont pas accessibles, quand les ressources sont pas visibles, quand elles sont pas lisibles, elles sont pas utilisées. Donc du coup, les gens ont le sentiment de pas pouvoir bien faire leur boulot parce qu'ils n'ont pas les ressources qui vont avec. Donc il y a un travail tout bête à faire, c'est de rendre les ressources plus accessibles. Alors faut que j'accélère apparemment, je me dépêche. Donc contrôle, collectif, engagement. Le cerveau, c'est un peu la grande affaire du moment. Le cerveau, il est de plus en plus sollicité, c'est pas un scoop. On parle même de captologie, cette science qui vise à capter notre attention. Et tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a un gars qui s'appelle Matthew Crawford comme Cindy Crawford, si vous voulez le chercher, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Contact, qui dit qui compare l'industrie digitale à l'industrie agroalimentaire des années 70. Et qui dit, finalement, de même que dans les années 70, l'industrie agroalimentaire a mis des colorants, du sucre et toutes sortes de produits additifs pour nous faire consommer. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le digital. On cherche à capter notre attention parce que, évidemment, notre temps de cerveau, c'est de l'argent. Alors, face à ça, il n'est pas dit qu'on soit bien équipé. Pourtant, notre cerveau, il est doté de 86 milliards de neurones. Chaque neurone est connecté à un réseau de 1000 neurones. C'est assez fou. Il pèse que 2% de notre corps, mais il consomme 20% de notre énergie. Donc c'est quand même une vraie usine. Et en plus, il est plastique, nous dit-on. Sauf que, pas assez pour faire face à ce qui est en train de lui arriver. Et les neuroscientifiques disent en substance, il y a 4 problèmes. On a de plus en plus de mal à se concentrer, notre temps de concentration se réduit, notre capacité de mémorisation est de plus en plus limitée, notre niveau de fatigue a tendance à s'accroître et nos émotions, notre système émotionnel est de plus en plus sollicité. En fait, à chaque fois, toute la journée, dès que je reçois une notif ou dès que j'émets un message, c'est un petit bout d'émotion qui se joue. Voire même quand je reçois pas de message. Pourquoi est-ce que ça fait 3 heures qu'elle m'a pas écrit? Et du coup, toutes ces petites émotions mises bout à bout créent une surcharge émotionnelle qui, in fine, crée de la fatigue, altère la mémoire, altère la concentration. Alors face à ça, il y a différentes pistes. Enfin, on explore 2 types de pistes. D'abord, on délègue de plus en plus à la machine le soin de penser à notre place, de mémoriser à notre place. J'ai pas le temps de vous raconter, mais bref, il y a des expérimentations qu'on a faites. Le GPS, c'est le meilleur exemple. Je délègue à la machine
le chemin que j'ai à prendre. Et puis, la deuxième façon de faire face à cette mutation, finalement, de notre cerveau, c'est de faire la pédagogie, de comprendre comment marche notre cerveau. Je donne 3 tips. Le premier, faut arrêter de faire du multitâche. Et même si, mesdames, dans la salle, vous dites que vous êtes capable de faire 2 choses en même temps, c'est pas vrai. Les neuroscientifiques sont unanimes. On n'est pas capable de faire 2 tâches en même temps qui mobilisent notre cerveau. On est capable, mais en fait, on rebondit, on passe de l'une à l'autre. Et ils sont absolument radicaux là-dessus. Chercher à faire 2 tâches en même temps, par exemple répondre à ses mails en réunion, c'est s'épuiser de façon démesurée. C'est pas du tout rationnel. On croit en répondant à ses mails en réunion qu'on gagne du temps. En fait, on en perd. On s'épuise, on se fatigue. Donc, premier tip. Deuxième tip, si le samedi après-midi, vous vous écroulez sur votre canapé en mode légumes, ben continuez. Parce que le cerveau a besoin de se reposer, de plus penser à rien. Culpabilisez surtout pas. Vous vous faites du bien. Et parfois, il faut accepter de se foutre un peu la paix. Et puis, troisième type, je l'ai oublié, mais il me reviendra. C'est pas grave. Ah si, mais c'est tout bête. Non, mais c'est tout bête. Vous le savez bien d'ailleurs. Coupez les notifications de votre téléphone et déjà, ça ira mieux. Enfin, il faut arrêter avec le téléphone qui nous interpelle en permanence toute la journée pour nous dire des choses pas forcément en plus très intéressantes. Oui, c'était pas un gros truc. Dernier sujet, dernière mutation, celle de l'intelligence. Et c'est donc la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que vraiment on en a besoin? Alors, très rapidement, parce que en plus on n'arrête pas d'en parler, donc je vais pas forcément vous apprendre grand-chose, mais juste rapidement. D'abord, en termes de catégorie d'usage, d'abord il faut distinguer 2 types d'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'intelligence discriminative de l'intelligence générative. L'IA gène, disent les initiés. Mais l'intelligence discriminative, c'est l'intelligence qui va calculer, qui va prédire, qui va trier, alors que l'intelligence générative, l'IA générative, va produire de nouveaux contenus, produire des images, produire des sons, etc. Pour faire court, il y a 4 catégories d'usage. L'IA générative permet d'améliorer la performance... l'IA... L'IA discriminative, merci. L'IA discriminative va me permettre d'améliorer la performance des activités de précision, notamment dans le domaine de la santé, on le sait bien chez les radiologues, ou dans le domaine de la finance aussi, par exemple. Plus de 90% des transactions financières de Wall Street se font à haute fréquence via des IA. Cette IA-là va aussi, l'IA discriminative va aussi permettre d'améliorer les actes de gestion. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple dans les centres d'appel maintenant, on peut commencer à moduler la voix pour la rendre moins agressive. Mais on va aussi gérer évidemment toute la maintenance des systèmes de téléphone. L'IA générative peut, elle, de son côté, soulager les activités cognitives ou les activités créatives. Vous connaissez l'histoire. Donc, quelques questions que ça soulève. D'abord, première question, qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné avec l'IA? On ne s'est pas beaucoup posé la question, on se demande ce qu'on va faire avec l'IA, mais on ne se demande pas ce qu'on en fait. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on fait plus et on fait mieux. Plutôt que d'aller au cinéma parce que l'IA fait le boulot à notre place, en fait, on va continuer à faire plus. Et donc, il y a un vrai risque à ce que notre cerveau soit encore plus sollicité, parce que non seulement il est amené à faire plus d'activités qu'il n'en faisait, puisque l'IA en prend une partie en charge, mais en plus, il est amené à faire des activités que l'IA n'est pas capable de prendre en charge, donc ça lui demande une intensité de réflexion assez élevée. Deuxième difficulté, deuxième question, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation de l'autorité. Je vais prendre un exemple. Vous avez l'UTC Compiègne, qui avec une start-up a développé un petit algorithme. Et dans cet algorithme, en fait, il invite les managers à solliciter un entretien auprès de Julien ou de Justine, parce que un certain nombre de comportements de Julien et de Justine devraient l'alerter. Si notre manager ne suit pas l'avis de l'algorithme, et que Julien ou Justine, 3 mois plus tard, démissionnent, il y a de fortes chances pour qu'il prenne un petit coup d'agacement de son chef, et surtout pour que la fois d'après, sa propre subjectivité, qui l'avait conduit à se dire que c'était pas la peine, soit écrasée par la pseudo-objectivité de l'algorithme.
Et donc, on voit progressivement comment l'algorithme peut, pas à pas, venir prendre le pas sur notre libre arbitre et sur notre autorité. L'intelligibilité, c'est cette idée selon laquelle, en fait, on ne sait pas toujours pourquoi l'IA nous fait cette réponse ou cette proposition. C'est pas intelligible. Et ça crée du stress. Ça crée une espèce d'inquiétude parce qu'on sait, même si elle est fiable à 95%, on ne sait pas forcément si elle est complètement fiable. C'est pas toujours intelligible. Et donc, il va falloir remonter parfois la chaîne de ce qu'elle nous dit pour essayer de comprendre la nature de son raisonnement. Autre élément, ce qu'on appelle la moyennisation de l'humain, c'est que l'IA progressivement crée des standards. Elle crée des standards de production. Elle crée des standards de comportement. Et puis, elle finit par produire des discours assez consensuels. Donc, on finit par moyenniser l'humain. Je passe assez vite. Et puis enfin, il y a évidemment l'ultra-contrôle. C'est que l'IA, de plus en plus, va être capable de prédire un comportement. IBM, par exemple, peut prédire à 95% qui, chez vous, va démissionner. Malakoff peut prédire à 90%, parmi les candidats que vous recrutez, ceux qui auront un taux élevé d'absentéisme. C'est assez vertigineux. Et plus nos actes sont digitaux, plus l'IA a de la matière à mouliner, plus elle pourra prédire nos comportements. Alors, en conclusion de tout ça, donc on voit le contrôle bouge beaucoup. En tout cas, c'est un vrai sujet. Le collectif se cherche. L'engagement pose un peu problème. Le cerveau est assailli un peu de toutes parts. Et l'intelligence artificielle vient de s'inviter dans le débat. On peut se demander si le modèle de nos organisations, fondé quand même sur une recherche de performance, à tout prix, tout le temps, partout, on peut se demander si ce modèle n'arrive pas un peu à bout de souffle. Est-ce qu'il n'est pas en train d'épuiser, outre les ressources naturelles de la planète, les ressources humaines que nous sommes? Est-ce qu'on n'a pas poussé le modèle un peu loin? Parce que finalement, ce modèle de la performance nous oblige à optimiser en permanence dans une espèce de fuite en avant, en tout cas de course en avant. Et donc, on s'est posé cette question-là avec un biologiste qui s'appelle Olivier Hamon. Et on s'est dit, alors ça, à l'origine, c'est lui d'ailleurs qui travaille là-dessus, puis là, on est en train de sortir un bouquin sur cette question-là. On s'est dit, et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas que les entreprises passent de cette quête effrénée de performance et d'optimisation à de la robustesse? Finalement, quand on regarde le vivant, il n'est pas tout le temps optimal. Et c'est ce qu'il sauve. Est-ce que les organisations n'auraient pas intérêt à ne pas être tout le temps optimales, à savoir être optimales quand il le faut, face à une crise, face à un besoin, mais après à relâcher un peu la pression pour garantir une forme de viabilité, de pérennité? Et donc, on a commencé des travaux, on n'a pas élaboré de modèle de la robustesse, mais on a identifié un certain nombre de critères et de facteurs de robustesse dans un bouquin qui sortira bientôt et qui a vocation à faire réfléchir les organisations sur cette question de la performance versus la robustesse. Et pour conclure, parce que je sais que j'ai plus beaucoup de temps, mais même 30 secondes, mais même 20 secondes, j'aurais envie de dire juste que finalement, je crois pas qu'il y aura un grand soir de la transformation et encore moins un grand soir de la robustesse dans les organisations. On voit bien que tout ça prend du temps. Je crois pas qu'il y aura un grand soir, mais je crois plutôt qu'il y aura des petits matins, si on veut bien faire bouger les lignes. Et que petit matin après petit matin, on peut peut-être justement faire progressivement cette bascule d'un monde de la performance à un monde de la robustesse. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Oui, je suis désolée, hein, je sais, je suis la rabat-joie. Non, mais je suis la rabat-joie du temps, hein, je sais. Par contre, j'ai quand même essayé de garder peut-être une ou deux questions éventuellement, si la salle. Alors, j'espère qu'il y en a parce que sinon je l'ai coupé pour rien. Alors, j'espère qu'il y en aura au moins une ou deux. Est-ce qu'il y a une ou deux questions de la salle pour Monsieur Charbonnier, notre excellent intervenant? Je vais me faire taper. Merci, monsieur, vous venez de me sauver la vie. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas désaccord, hein, vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas du tout d'accord. Alors, monsieur, là-bas. Merci beaucoup. Merci, Sabrina. Non, parce que je m'en serais voulu de vous avoir coupé pour des questions s'il n'y en a pas. Mais... Allez-y. Ah, ça ne marche pas. Attention, on a le micro salle. Non. Ah. Si. Ça y est, merci. Non, j'étais juste pour dire merci, c'était préparé, mais bon, on s'en sort bien. Je voulais juste vous interpeller, Monsieur Charbonnier, puisque vous êtes aujourd'hui effectivement sur Alinov,
et vous êtes aussi devant un parterre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et je trouve que, à bien des égards, on est en train de réinventer l'économie sociale et solidaire dans votre propos. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous dire et savoir vous faire réagir là-dessus. Eh ben, merci beaucoup, parce que, alors, en effet, ce qui nous a frappé quand on a fait ce bouquin, donc avec Olivier Hamon et Sandra Anlard, ce qui nous a frappé, c'est que finalement, les critères de robustesse qu'on a pointés et les facteurs de robustesse qu'on a identifiés rappellent à bien des égards l'économie sociale et solidaire. Par exemple, il y a 3 grands critères de robustesse qu'on fait ressortir. C'est l'hétérogénéité, c'est-à-dire dire, en fait, il faut arrêter de standardiser pour être le plus performant possible. Il faut accepter une forme d'hétérogénéité, et c'est dans cette hétérogénéité-là que naît une certaine forme de richesse. Donc certes, on est moins immédiatement performant, mais par contre, on a beaucoup plus de cordes à son arc, et on est beaucoup plus souple et beaucoup plus résilient ou adaptable, entre guillemets, quand on veut agir. C'est des organisations qui sont les organisations robustes, qui sont très en interaction, qui ont beaucoup d'interactions avec leur environnement et notamment leur environnement immédiat. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, qui n'a pas le choix par la force des choses. Et puis, last but not least, c'est troisième critère, des organisations qui incorporent la fragilité dans leur mode de fonctionnement et qui font finalement de la fragilité un élément contributif de leur pérennité. Donc ça, c'est les 3 gros critères. Et puis on a repéré un certain nombre de facteurs de robustesse. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un modèle et d'aller voir du côté de l'ESS pour s'en inspirer, oui, pour faire modèle, non. Mais oui, en effet, c'est vrai qu'on croit beaucoup à l'ESS comme mode d'organisation et de management et de fonctionnement assez inspirant pour faire face alors pour faire face à ça, d'ailleurs, c'est vrai que comme du coup j'ai accéléré, je l'ai quand même pas dit, mais c'était important. Pourquoi est-ce qu'on parle de robustesse de plus en plus? Parce qu'on fait quand même l'hypothèse que le dérèglement climatique, doublé des déséquilibres géopolitiques et de l'accélération des évolutions technologiques, mais en premier c'est le dérèglement climatique vraiment, que tout cela crée des fluctuations qui vont être de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. Et que ces fluctuations, par leur intensité et leur rapprochement, vont rendre de plus en plus difficile la vie des entreprises qui sont optimales, parce qu'elles sont sous tension. Et qu'une entreprise robuste, c'est une entreprise qui accepte de ne pas être sous tension en permanence. Elle se donne des zones de tampon, elle se donne des marges de manœuvre. Et c'est bien dans cette souplesse-là qu'elle fait robustesse. Et donc, elle devrait pouvoir, plus facilement que les autres, faire face à ces fluctuations. Donc, au-delà même des valeurs et des convictions qu'on peut avoir sur l'ESS, c'est aussi se dire que on devrait avoir besoin, face à ce monde de plus en plus fluctuant, c'est déjà un peu le cas d'ailleurs, de faire œuvre de robustesse. Est-ce que... Oui, il y a une dernière question. Ah oui, il y en a 2. Alors, non, mais il y en a... non, mais faites pas ça, on va vous l'amener aussi. 2 questions. Monsieur, et puis le monsieur... Alors, Sabrina, il est au milieu, le monsieur. Relevez la main juste pour que le micro vous repère. Voilà, merci. On a parlé beaucoup d'IA, on a parlé beaucoup aussi de pression sur les entreprises, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière un vrai sujet qui est plutôt un sujet même politique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a par exemple une entreprise qui doit mettre en place des process très rigoureux, vous parliez de contrôle qui était très important, est-ce qu'à un moment donné, tout ça répond aussi à des fois des enjeux de normes? Où à un moment donné, ces normes, elles sont bien décidées. On parle souvent, par exemple, des normes européennes, en fait, qui s'imposent derrière aux entreprises, des exigences environnementales. Il faut les avoir parce que c'est la planète demain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette pression, alors qui n'est pas forcément une pression, qui est nécessaire, mais de cette norme qui est là et qu'il faut qu'il soit de plus en plus respecté et qui va impacter l'administration, parce que par exemple à un moment donné, pour avoir tel financement, elle va devoir remplir tel papier, et ça va être contrôlé 10 fois en fait avant de pouvoir obtenir des fonds. Est-ce que pour une entreprise, si elle respecte pas de ces normes derrière, il y a un problème de responsabilité si jamais il y a un problème? On sait très bien que les conséquences peuvent être aussi très importantes. Et en là, fait, je me permets de résumer, je suis un monstre, voilà. Je sais. Les normes ont-elles un poids et un impact du coup, notamment? Et donc de faire peut-être à un moment donné des arbitrages, mais qui sont plus politique, je serais tenté de dire, de vers quoi on veut aller. Ouais, en 2 mots. Ok. Alors, je suis d'accord. Non, je suis d'accord sur le fait de dire, en tout cas, on peut pas écarter la question du politique. Par contre, là où moi je serais plus pondéré, c'est que je pense quand même que pour l'instant, ce à quoi on assiste depuis une trentaine d'années, c'est à une
et je crois, enfin, j'assume assez bien ce mot, une forme d'ultralibéralisme qui a plutôt tendance au contraire à détricoter les règles. Et je suis pas sûr que le détricotage des règles aille dans le bon sens. Alors, ok, effectivement, hein, un carcan de règles épuisant empêche d'agir. Je suis d'accord, je suis pas en train de prôner absolument la règle. Je dis juste qu'il faut faire attention quand on est critique de la règle, parce que la règle, c'est malgré tout aussi un outil de régulation, un outil de rééquilibrage, et que je crois par contre que on pourrait assez facilement demander aux politiques, et c'est ce qui se fait d'ailleurs là, apparemment, on va voir, hein, de bien discriminer les gros des petits. Et je pense que les petits ont besoin de souplesse parce que déjà ils font ce qu'ils peuvent, et que les gros par contre ont les moyens effectivement de gérer ces règles-là. Voilà. Si je peux et alors en vraiment, monsieur, méga court, parce que je voudrais pas qu'on lèse les suivants. Oui. Je vais être super rapide. Merci pour votre exposé. Vous avez évoqué le temps gagné avec l'IA, et puis vous avez dit qu'il y avait un risque effectivement de surproduction cognitive. Est-ce que vous faites un lien, l'IA en tant qu'opportunité pour refaire du collectif, refaire de l'engagement? C'est-à-dire en gros que l'IA nous permettrait de nous occuper de ce qui est essentiel, c'est-à-dire les relations humaines dans une organisation par exemple. Est-ce que vous y croyez à ça? Parce que vous n'avez pas forcément fait le lien entre votre partie 5 et les parties précédentes. Merci. Okay. Et là encore en 2 mots. En deux secondes. Désolé. On est en train d'expérimenter ça chez nous. En fait, on est en train d'expérimenter si l'IA peut nous aider à prendre des décisions. Là, on n'arrive pas forcément à bien s'entendre sur des décisions. L'idée, c'est de dire, bah tiens, si on confiait cette décision à une IA pour faciliter le dialogue entre nous, est-ce que ça fabriquerait davantage de collectifs et d'engagement? Et donc là, on a démarré l'expérimentation il y a 15 jours, donc on va voir. Donc rendez-vous dans 3 mois ou 6 mois. Merci à vous. Et ce sera la dernière question, j'en suis désolée, mais on peut effectivement applaudir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.